Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3 V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Jessica, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour, moi aussi pareillement, je suis ravie. Aujourd'hui, on va s'adresser aux formatrices qui démarrent leur activité ou qui ont envie de se lancer dans leur activité de formation parce que Jessica, elle accompagne justement des femmes qui sont en reconversion et qui ont envie de transmettre leur métier. Si tu es formatrice et ou pas encore formatrice, mais que tu as envie de te lancer, cet épisode est pour toi. Jessica, je vais te laisser te présenter et puis après, on va pouvoir enchaîner. Alors, moi, je suis Jessica Moussoké, consultante formatrice indépendante. Donc, je travaille en tant que prestataire externe auprès d'organismes de formation, auprès d'écoles de commerce et des CFA, d'organismes qui font des formations pour adultes aussi. Donc, voilà. Moi, je suis prestataire auprès de ces structures-là, en indépendant. De cette expérience, tu en as tiré une formation que tu as également créée toi-même qui te permet justement d'accompagner des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette formation que tu as proposée? Oui, alors cette idée de formation, ça vient du fait que moi-même j'ai été formée, hein, j'ai été accompagnée pour être formatrice parce que ça m'intéressait. J'étais assez à l'aise, notamment comment dire, en communication, c'est-à-dire je n'ai pas de problème pour m'exprimer auprès de plusieurs personnes. Donc c'est quelque chose que je fais de façon assez aisée. Et je me suis dit bon, j'ai certaines expertises et j'aimerais les transmettre. Donc je me suis formée, donc j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par une organisme de formation, de pouvoir devenir formatrice pour adultes, donc formateur pour adultes. Donc, j'ai fait le titre de FPA. Et j'ai constaté, en fait, qu'il y avait certaines... En fait, on n'est pas accompagné quand on veut être indépendant. Il y a cette partie-là, je trouve que la formation, elle est incomplète, on va dire, ou du moins inachevée pour nous, par exemple, qui voulons faire cette activité-là en indépendant. Sachant qu'il y a bien, on peut le faire en CDI, mais la plupart des organismes, en tout cas, si tu veux vraiment bien vivre de cette activité-là, c'est mieux, à mon sens, hein, de le faire en indépendant. Et tu vas te faire plus de revenus. En CDI, bon, on peut bien gagner sa vie, mais il faut vraiment avoir des expertises beaucoup plus... donc, ça dépend vraiment des domaines d'expertise pour lesquels on veut transmettre le savoir. Voilà. Oui, parce que généralement, comment on est rémunéré quand on est formateur indépendant comme ça et qu'on travaille justement pour d'autres organismes? Comment ça se passe, le mécanisme? Ben, en fait, alors, on est indépendant, donc on va faire ce qu'on appelle de la sous-traitance. On a une structure, donc on va proposer, en général, alors, on nous impose un peu les tarifs, hein. Ça, c'est l'un des inconvénients du métier de formateur indépendant. C'est en réalité, c'est pas nous qui fixons les tarifs. En réalité, ce sont les structures qui vont proposer une offre, donc en termes de coûts. Ils parlent plus de coûts horaires. Donc, il y en a qui vont parler de TJM, et dans les organismes, c'est coûts horaires. Donc, ils vont te dire 25 € de l'heure, 50 € de l'heure, 45 € de l'heure. Donc, c'est à toi maintenant, soit tu vas accepter ou tu vas essayer de négocier. Mais quand on démarre dans l'activité, en général, on accepte ce qu'on nous donne, hein, et puis après, on essaye de performer. Dès qu'on gagne en crédibilité, et on va essayer d'aller chercher d'autres prestataires pour essayer d'augmenter finalement notre chiffre d'affaires. Mais au début, en général, on ne discute pas trop. On va accepter ce qu'on nous propose. Voilà.
Oui, et donc, en fait, ce tarif horaire, qu'est-ce qui est inclus dans ce taux horaire, je propose les organismes? Ben, en fait, tout, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est un peu traître, hein, c'est-à-dire ce qui est ingrat dans ce métier de formateur, c'est que souvent, ces organismes-là, ils nous payent comme s'ils pensaient qu'ils nous payaient comme si on était en CDI. C'est-à-dire qu'ils oublient, ou du moins, bon, ou ils oublient, ou c'est pas leur problème, je sais pas trop comment le dire, mais pour eux, c'est quand ils te payent, je dis n'importe quoi, 45 euros de l'heure, ils pensent que les 45 euros, c'est pour nous. Mais les 45 euros, il y a l'URSSAF qui est à l'intérieur, et puis nous, on a encore l'impôt qui va passer dessus, et ensuite, il y a le CFE, il me semble aussi, hein, si je ne me trompe aussi, qu'il faut régler. Donc, on a encore des charges supplémentaires à régler, en fait. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se faire avoir et il faut essayer d'avoir quand même un tarif assez juste pour pouvoir vivre de son activité et quand même avoir une marge entre les charges à payer, une charge sociale, donc les charges sociales à payer. Il faut qu'il nous reste quand même quelque chose pour pouvoir justement vivre de cette activité-là. Ça, c'est vrai que le prix auquel on est payé, c'est un vrai sujet parce que très souvent, dans les écoles ou dans les organismes de formation, on est payé au taux de face à face. En fait, c'est à l'heure de face à face pédagogique. Par exemple, il y a des choses qui sont pas prises en compte dans le calcul du tarif. C'est le temps que tu passes à préparer tes cours, c'est le temps administratif, la correction des copies, par exemple, si tu fais du BTS, du bachelor, etc. C'est pas sûr que la correction des copies soit payée. Et donc, ça veut dire que dans ton taux horaire qui évolue entre, on va dire, il y a certaines écoles qui vont payer 25 euros. Alors moi, je vous décourage vraiment d'accepter ce tarif-là, jusqu'à 70 euros de l'heure, on va dire. Et en fait, c'est vraiment du face-à-face pédagogique. Donc, tu passes 7 heures avec une classe, tu es payé 7 heures. Tout le temps de préparation et tout le temps que tu vas passer à faire de l'administratif, les conseils de classe, voilà, c'est pas pris en compte. Malgré tout, Jessica, malgré ce qu'on vient de dire, c'est quand même être formateur indépendant et travailler pour des organismes de formation, c'est quand même hyper avantageux quand on démarre. À partir du moment où on accepte un tarif raisonnable qui nous permet de payer nos charges, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet, on vient d'en parler. Mais par ailleurs, c'est vraiment une source quand même de développement pour des femmes en reconversion, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors je trouve que c'est un métier, nous en tant que femmes, c'est un métier très intéressant dans le sens où là, je vais m'adresser aux personnes, par exemple, ça fait longtemps, ils ont une expertise et ça fait longtemps qu'ils ont travaillé, ou nous en tant que femmes, je vais vraiment m'adresser aux femmes parce que je trouve que c'est un métier où on peut vraiment allier vie professionnelle et vie privée. Et on peut choisir nos horaires, on peut choisir nos clients, on peut choisir même nos tarifs. Hein, à un moment donné, tu choisis avec qui tu travailles et tu peux justement même soit te détacher de ceux avec qui le tarif, bon, ça ne t'arrange pas, et puis avoir d'autres clients beaucoup plus intéressants. Moi, c'est ce que je fais. Au fur et à mesure que je l'évolue, j'essaie d'augmenter, de travailler avec des structures qui sont quand même assez réglo, si je puis dire ainsi, en termes de coûts horaires, en fait. Donc, on peut justement... Oui, pardon, vas-y. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au début, quand tu commences, tu vas accepter un petit peu toutes les missions qui te sont proposées, histoire de démarrer ton activité, te faire une notoriété, etc. Mais rapidement, tu vas te rendre compte que y a d'autres opportunités peut-être meilleures ailleurs, ou avec des centres avec lesquels tu t'entends mieux, ou alors où tu es mieux payé, etc. Donc, on peut évoluer comme ça d'année en année. On peut évoluer d'année en année, donc ça peut être intéressant. Je parle du principe, quand on a une expertise, quand on a une connaissance, pourquoi pas la transmettre et en faire son métier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il il faut pas hésiter à développer d'autres expertises, justement pour diversifier, pour ne pas être... Parce qu'à un moment donné, on va stagner. C'est-à-dire que si on n'a pas divers, bon après j'ai des collègues qui sont contre ça parce qu'ils disent que oui, trop de formation à donner, après on n'est plus bon dans ce qu'on fait parce qu'on veut faire 10 000 choses et en même temps quoi. Donc non, moi je pense que pour pouvoir perdurer et évoluer dans ce métier-là, il faut diversifier les expertises à transmettre. Pour citer comme exemple, moi par exemple j'ai fait des études en finance d'entreprise. Dans la finance d'entreprise, il y a plein de sous-activités ou sous-domaines pour lesquels on peut transmettre.
Moi, je forme en management, je forme en analyse financière, en économie, en droit. C'est des thématiques qui sont plus ou moins similaires. Donc, moi, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait en sorte que j'arrive quand même à avoir pas mal de clients parce que je peux me positionner sur pas mal de formations et des thématiques à transmettre auprès de stagiaires ou d'organismes de formation. Justement, est-ce que tu peux nous partager, Jessica, toi, comment tu t'organises au niveau des écoles et tout ça? Avec combien d'écoles tu travailles, combien de classes, combien de temps? Alors, Et aussi géographiquement. alors, moi, je suis plus positionnée dans le Hauts-de-France. Le Hauts-de-France, donc je travaille essentiellement à Soissons, à Laon, à Chauny, à Paris. Et puis, je me challenge, j'ai mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Donc, je me dis, ben, si je veux avoir plus d'argent qui rentre, il faut que j'ai plus de clients. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut être hyper organisé. Donc, moi, j'ai de gros clients, c'est-à-dire j'ai 2, 3 gros clients avec qui j'ai des contrats à long terme, genre 2, 3 ans, parce que je forme sur des BTS, notamment en culture économique, juridique et managériale. Le secret aussi, c'est d'avoir, juste pour compléter, c'est de former sur des troncs communs. Ça, c'est la stratégie aussi. C'est-à-dire, pour quelqu'un, par exemple, comme toi, je sais que tu formes en tout ce qui est digital, d'accord, tout ce qui est... et ça, c'est le secret aussi. C'est-à-dire, quand on veut avoir de gros clients, il faut sélectionner des formations pour lesquelles on a le plus de besoins. Tous les BTS font CEGF. Donc, tu es sûr que, en fait, tu ne peux pas chômer en termes de formation, quoi. Il faut te positionner. Oui, donc, en fait, dans les BTS, pour ceux qui ne savent pas, les BTS, il y a ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire des matières qui sont communes à tous les BTS. Exactement. Donc, il y a CEJM, c'est culture économique, juridique et managériale, donc éco-droit. Après, tu vas avoir aussi la culture générale, je ne sais pas. Exactement, la culture générale, oui. Il y a les langues. Il y a les langues, exactement. L'anglais, l'anglais, l'espagnol. Et après, généralement, il y a les matières professionnelles. Et donc, le tronc commun, c'est valable pour tous les BTS. Et ensuite, on a les matières professionnelles. Donc, moi, personnellement, je forme en digitalisation. Et la digitalisation, ça correspond à un bloc, à une matière professionnelle du BTS NDRC, précisément. Et si on regarde les différents BTS, tu as NDRC et MCO. Et en MCO, il y a très peu de culture générale, donc de digitalisation. Ce qui fait que moi, en digitalisation, par exemple, j'ai 2 classes première et deuxième année. Il y a 90 heures de cours en digitalisation par an. Et toi, du coup, en CEJM, c'est combien d'heures par an dans un tronc commun? Dans un tronc commun, alors je sais que, par exemple, avec l'un de mes clients, je suis dans les 300 à peu près. 250 à 300 heures à peu près. Pour une classe? Non. Non, parce que j'ai pour toutes les classes, parce que j'ai plusieurs classes. Donc ça fait quand même pas mal d'heures en termes de... Ça aussi, c'est hyper intéressant pour des formateurs qui démarrent dans le métier, parce qu'en réalité, ce qui va se passer, Jessica, tu vas confirmer, mais la plupart du temps, tu connais, là on est par exemple au mois de février, à partir du mois de mars, avril, mai, les écoles commencent à préparer les cours pour l'année prochaine. Donc, on va arriver dans une phase de recrutement où les écoles vont recruter des formateurs pour l'année prochaine. Et donc, si tu es recruté comme formateur pour l'année prochaine, tu sais que à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin l'année prochaine, tu vas avoir X heures de formation toute l'année. Et ça, c'est un gros avantage. Alors, d'un côté, on n'est pas très, très bien payé, mais de l'autre côté, on a une forme de sécurité qui est quand même assez important. Et toi, c'est la majorité de l'activité que tu fais, c'est ça. C'est ça, c'est une sécurité. En fait, c'est un peu comme si, en guillemets, c'était un CDI, quoi. C'est-à-dire, c'est une sécurité, c'est un CDI indirectement. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu sais que pendant 1, 2 ans, tu es tranquille. Pendant 1, 2 ans, tu es sûr que tu as au moins, je dis n'importe quoi, tu as au moins 30 000 euros tranquille, au chaud, parce que tu as 2 clients avec qui tu fais des contrats à long terme. Après, pour gonfler ton chiffre d'affaires, bon, en tout cas, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien aussi avoir pas mal de formations en ligne. Je vais avoir des clients avec qui je fais des formations en ligne. Et je pense que là, toi et moi, on ne sera pas d'accord là-dessus. Moi, je sais que pour les formations en ligne, je ne suis pas trop gourmande. C'est-à-dire, je me dis, bon, de toutes les façons, je suis chez moi, je ne me déplace pas. Je peux accepter un certain tarif. C'est pas grave parce que je me dis, bon, ça gonfle, au moins, ça me fait rentrer de l'argent. Donc, moi, j'essaye de mixer entre le présentiel et puis des organismes qui proposent des formations en distanciel. Et en parallèle, je vais proposer aussi ma propre formation
je suis en train de créer ma propre formation par la frustration dont on parlait tout à l'heure de la formation de formateur qui est pour moi, je trouve, inachevée, quoi. On n'est pas assez accompagné. Moi, j'ai dû faire des choses toute seule, j'ai découvert. Je fais les choses au fur et à mesure parce que c'est la curiosité. J'essaie de me créer un réseau. On s'est rencontrés parce que je cherche. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'être rassurées parce que c'est quand même un terrain inconnu. Hein. Avoir un numéro de déclaration d'activité, ça fait peur aussi. On ne sait pas trop dans quoi on va se lancer. Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais galérer? Donc, il faut quand même avoir un certain courage pour se lancer comme ça. Moi, j'ai fait un peu à la feeling, quoi. Je me suis lancée, ça a marché, et puis voilà, j'en suis encore là aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est en termes d'expérience de beaucoup de formateurs avec qui j'ai rencontré dans des écoles, etc. La plupart du temps, on va démarrer, donc on va un petit peu accepter tout type de mission qui arrive. Très rapidement, quand on commence à se faire un nom, parce que quand on fait du bon boulot, ça va très vite, que ce soit en région parisienne ou chez moi, vers Toulouse et tout ça, vraiment, dès que tu commences à bien bosser, en fait, les écoles, elles se refilent ton nom. Donc, ça peut aller très, très vite, surtout voilà, sur des matières où il n'y a pas beaucoup de formateurs. Notamment, bon, CEJM, il n'y a pas beaucoup de formateurs en CEJM. Il n'y a pas beaucoup de formateurs aussi en culture générale. Moi, je sais que chez moi, c'est rare, la culture générale. Et ça, la culture générale, par exemple, si tu es en reconversion, on est vraiment un vrac total sur cet épisode, mais c'est pas grave. Quand tu es en reconversion, tu peux avoir, par exemple, un parcours en communication ou même un parcours un peu littéraire ou quoi. Et en fait, tu peux être formateur en culture G, donc c'est assez bien. Et ce que je trouve intéressant que tu disais dans la formation de FPA, donc formateur pour adultes, qui est le titre pro, je crois qu'il y a effectivement, on t'apprend à former, on t'apprend les objectifs pédagogiques, à créer tes formations, etc., à animer aussi tes formations, mais on ne va pas forcément t'apprendre à développer ton activité, à choisir le bon statut pour ton activité, à bien prendre ton numéro de déclaration d'activité, parce que ça, il faut expliquer, mais il y aura un épisode qu'on va faire vraiment spécialement sur ça. Quand tu es formateur indépendant, tu dois être reconnu comme organisme de formation, et donc pour être reconnu comme organisme de formation, même si tu es indépendant, il faut que tu aies un numéro de déclaration d'activité que tu vas aller demander à la DRECS de ta région. Et une fois que tu as ce numéro de déclaration d'activité, tu es organisme de formation et tu es éligible à faire une demande aussi auprès de l'URSSAF pour être exonéré de TVA. Ça, c'est une autre démarche. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que j'ai prévu un épisode spécial là-dessus. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand tu vas commencer à trouver des missions, le début est assez simple. Et moi, ce que j'aime chez toi, Jessica, c'est justement que tu vas pousser les femmes à se lancer dans ce métier parce que très souvent, on est en reconversion, on a 40 ans, 50 ans et plus et on s'est fait licencier ou on a vécu une expérience salariée compliquée ou un burn-out ou quoi. Et on se dit, tiens, maintenant, je vais arrêter de faire un boulot qui ne me plaît plus et je vais transmettre. Et je trouve que toi, ce que tu fais, c'est justement d'accompagner ces femmes à se lancer dans ce métier où finalement, il y a des côtés, négatifs comme partout, mais c'est un vrai moyen d'épanouissement, en fait, pour les formatrices. Tout à fait. Moi, je ne pensais pas que j'allais être passionnée. Moi, je suis finalement une vraie passionnée. Et en plus, quand il y a les retours, ça n'a pas de prix, quoi. Moi, j'ai des élèves qui sont venus vers moi, Madame Moussoquet. Franchement, c'est grâce à vous si j'ai mon examen. Je suis contente. C'est grâce à vous si j'ai une super note en CEGM. Ça fait plaisir. Ça n'a pas de prix. Ou quand tu as une femme qui te dit, oui, franchement, Jessica, si tu ne m'aurais pas conseillé de faire ça, je ne me serais pas lancée, quoi. Des fois, on croit qu'on ne nous voit pas, mais sur les réseaux, on nous suit quand même. Hein. Des fois, on fait nos trucs dans notre coin. Même quand je fais les podcasts, j'ai des collègues qui disent « Mais j'ai écouté ton podcast, Jessica. Celui-ci, il est un peu plus long. » Je dis « donc on regarde quand même ce que je fais. » Donc, il faut pas négliger ça, en fait. Des fois, les choses qu'on fait, on croit qu'on n'impacte pas les gens, mais on les impacte, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, à peine 1000 abonnés, mais j'ai un confrère de LinkedIn qui m'a dit « Non, attention, à 1000 abonnés, c'est 1000 personnes, hein. Faut pas négliger, c'est pas parce que tu n'as pas 100 000
ou 200 000 personnes que tu crois que, parce que tu as tes 1000 abonnés, que non, il faut faire gaffe. Quand on commence à avoir un public, il faut faire attention et on impacte toujours d'une manière ou d'une autre. Justement, tu parles du nombre d'abonnés. Est-ce que tu as peut-être 3 conseils à donner à des alors pas encore peut-être des formatrices, mais à des femmes qui auraient envie de devenir formatrices et qui n'oseraient pas se lancer justement pour trouver des missions en fait? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Personnellement, je suis allée un peu au culot, hein. Je vais pas mentir. C'est ce que moi j'ai fait. Et moi, j'avais envie de travailler avec une structure particulièrement. Je suis allée sur Paris et je suis allée avec mon CV de façon traditionnelle. Je suis allée avec mon CV, ma lettre de motivation. J'ai dit, OK, là, aujourd'hui, il faut que absolument, je veux travailler dans cette entreprise. Je veux donner des cours dans cette entreprise. Donc, du coup, moi, je suis allée, j'ai fait classique, hein. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai cogné, j'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais donner des cours, j'aimerais donner des cours ici, former, je vais être formatrice. Et la dame a dit, OK, attendez, je vais essayer d'appeler quelqu'un. Déjà, elle ne voulait même pas me recevoir. Elle dit, oh, c'est la fin de l'heure, s'il vous plaît. C'est juste pour déposer mon CV, ma lettre de motivation, et puis je pars. Et c'est comme ça qu'elle a dit, OK, bon, attendez, elle a vu que j'insistais. Elle a appelé une dame, et la dame est venue me voir. Elle dit, c'est pourquoi je dis non, j'aimerais donner des cours. Je suis dans une école. Elle a dit, OK, elle m'a donné un numéro, le numéro du directeur du département. Au sorti de là, sur mon téléphone, comme moi j'ai tout sur mon téléphone, à l'ère du digital, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, écoutez, venez faire une animation. Si ça marche, on vous prend. Je dis, OK. Donc, du coup, je suis partie, j'ai fait mon animation. Ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai intégré la structure jusqu'à ce qu'ils me fassent même une lettre de recommandation. Ils m'ont fait une lettre de recommandation. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Et c'est comme ça que j'ai été crédible. Donc, ils m'ont souvent rappelé même pour faire des animations one-shot sur Paris. De temps en temps, je vais. C'est aujourd'hui mon client. Le conseil que je peux donner, c'est aller au culot parfois, quoi. Des fois, il faut, oui, les réseaux sociaux, oui, poster sur les réseaux sociaux. Mais je pense que notre métier en tant que formateur, il faut aussi faire du traditionnel. Il faut aller vers les gens. Il faut aller sur du sur place. C'est beaucoup plus puissant que faire des posts sur les réseaux ou faire de la com sur les réseaux parce que on est tellement nombreux sur les réseaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer sur les réseaux. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut faire les deux. Il faut faire en ligne, mais il faut aussi faire du sur place, du terrain. Le terrain aussi marche très bien. Donc, pour un début, faire du terrain, c'est très efficace. Donc, voilà le conseil que je peux donner. Alors là, pour le coup, je suis super d'accord avec toi parce que, et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que généralement, quand tu démarres dans ce métier et que tu veux te lancer comme formateur, ce que tu as à ta disposition, c'est un CV. Et clairement, quand tu démarres, c'est ça que tu fais. Naturellement, tu vas récupérer les entreprises qui sont des écoles avec qui tu as envie de travailler. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on conseille aux personnes qui ont une expertise, donc j'en sais rien, moi, si tu es comptable, si tu es juriste ou si tu es responsable de la communication, tu vas aller chercher la matière sur laquelle tu peux enseigner. Et avec ça, tu vas aller chercher les écoles qui correspondent, qui enseignent cette matière, donc dans les BTS, les bachelors, les masters, ce que tu veux. Et tu vas aller proposer ta candidature naturellement à la bonne personne. Donc, en fait, il y a un travail de recherche pour aller contacter la bonne personne. Donc, toi, tu es allé au culot, tu as eu la bonne personne. Moi, j'ai fait pareil, c'est-à-dire que mes premières missions, c'était pareil. Quand j'ai fait mon stage de formation de formateur, on m'a proposé un job à la sortie tout de suite. Donc, j'ai tout de suite travaillé, en fait. Et après, j'avais besoin de travailler dans une autre école. J'ai appelé d'autres écoles et on m'a pris tout de suite. C'est ça. Donc, c'est hyper facile. C'est pas du tout de la prospection difficile, quoi. Tu y vas comme si tu cherches un job. Du coup, ça, je trouve que c'est hyper chouette quand tu démarres parce que quand tu te mets en indépendant, que tu crées ton entreprise, si tant est que tu réussis à avoir une matière où il y a pas mal d'heures de cours, parce que quand tu fais 300, 500 heures, alors attends, je prends ma calculette, mais si tu fais 300 fois 50, voilà, ça te fait déjà 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu sais très bien qu'une école, ça va te rapporter 15 000, et puis peut-être en fait une deuxième, ça te fait 15 000 euros, et du coup, tous les mois, tu sais que tu vas avoir entre 3 et 5 000 euros. Tu peux trouver du travail facilement. Tu peux faire du chiffre d'affaires 3 5 000 euros assez facilement aussi. Bon, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se cramer parce que gagner 50 000 euros par an, ça veut dire qu'on travaille beaucoup quand même. C'est vrai. Et là, quand on travaille beaucoup comme ça, on y passe les soirs et les week-ends. Et Jessica, tu me disais juste avant que quand même, tu travaillais beaucoup. Je travaille beaucoup, mais alors la chance que j'ai, c'est que je t'ai eu. Donc, je suis en parallèle, effectivement, en train de mettre des formations. Il y a beaucoup de manières de se faire de l'argent dans le domaine
la formation, on peut faire des formations en autonomie en ligne, on peut vendre des supports. Enfin, franchement, peut-être qu'on pourra en faire un autre sujet de podcast, mais il faut être intelligent. Il faut travailler de façon intelligente. Donc, et c'est ça que moi, j'ai appris avec toi quand j'ai fait la fameuse formation Being, que j'ai le fameux programme. Et ça, je suis contente. Oui, on l'a pas dit. Oui, ça, on l'a pas dit, mais si, j'ai suivi. T'es pratiquement mon mentor parce que quand j'ai des questions, des interrogations, je viens vers toi et je te pose des questions. Et ça, je suis assez contente parce que j'ai quand même appris pas mal de choses sur comment gérer son activité. Parce que c'est vrai que moi, j'étais vraiment en mode carburé de façon traditionnelle. Donc, il y a moyen de s'alléger quand même sur pas mal de choses quand on veut grandir et quand on veut développer son activité. C'est possible pour les femmes qui veulent se lancer de travailler dans ce secteur. Mais merci pour ton témoignage. Mais alors, j'aimerais quand même parler de autre chose parce que quand on va commencer à travailler, donc on a des missions, c'est facile de trouver des missions, on est sécure parce qu'on a du chiffre d'affaires, on va travailler beaucoup, pas beaucoup, et on va surveiller son jus, son énergie. Et le truc, c'est qu'il faut anticiper parce que tu peux pas lâcher une école en milieu d'année en leur disant j'en ai marre, j'arrête. Bon, ça, c'est vraiment le genre de truc que tu fais pas parce que sinon tu te fais griller et puis c'est vraiment pas cool pour tes élèves et tout ça. Bon, ça, c'est un sujet, mais on va même pas parler de ça parce que ça, toi comme moi, on n'a pas du tout ces valeurs-là. C'est clair, tout à fait. Quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va démarrer à travailler. Moi, par exemple, fini mon stage dans ma formation de formateur et 3 semaines après, je commençais à bosser parce que tout de suite, le centre où j'avais travaillé, on m'a appelé pour travailler. Donc, ça veut dire que j'ai eu 10 jours et là, pareil, j'ai démarré en milieu d'année avec une classe. Et en 10 jours, il a fallu que je me cogne tout le référentiel. Et du coup, toi, tu vas aider aussi les femmes à préparer les cours et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment ta spécialité. Donc Jessica, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de comment on fait pour préparer ces cours. C'est ça, parce que justement, mais ça, c'est très important effectivement d'en parler parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit, quand on parlait de la formation pour Alder, on disait qu'elle est inachevée. Tu vas venir, on va t'apprendre à animer, on va t'apprendre à être le métier de formateur de manière générale. J'estime que c'est souvent inachevé la formation. C'est que souvent, des fois, même si on a une expertise, on n'a pas préparé les contenus des formations qu'on veut transmettre, donc les cours qu'on veut transmettre. Et c'est là où moi, je vais apporter ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand la personne va être accompagnée avec moi, tous ces supports seront prêts. C'est-à-dire, je ne vais pas juste l'accompagner sur comment animer une formation, mais je vais l'accompagner sur la création de ces supports de formation, sur le module qu'il veut transmettre au Forti. Donc, il aura aussi des kits formateurs, parce que c'est ça aussi, gérer son activité. Être formateur indépendant, c'est pas juste être formateur, hein, c'est gérer une entreprise finalement, c'est gérer. Et au début, on fait tout seul. On fait tout seul en fait finalement. Tu vas devoir faire des devis, devoir faire des factures, Moi, j'ai appris à faire tout ça. Mais sauf que ce qui est intéressant avec mon programme, le programme Excellence que j'ai mis en place, c'est qu'au sorti de là, tu es prêt. Tu vas juste, tu as tes supports qui sont prêts, tes exercices, tes cas par module, par matière, voilà, par thématique. Tu as ton kit, comment gérer tes factures, les liens sur où faire tes factures, où faire tes devis, faire les notes. Tu as un outil qui est prêt où tu intègres toutes tes notes. Là, j'accompagne vraiment pour alléger, parce que quand on démarre, souvent, c'est compliqué, hein. Surtout que moi, c'était ça, c'est le plus dur. Les premières années sont les plus difficiles. Quand tu n'as encore aucun support, je t'assure que là, tu cravaches, hein. Des fois, tu dors jusqu'à 4 heures du matin, pratiquement tout le temps, parce qu'il faut que les supports soient prêts. Et le support, c'est pas juste un support PowerPoint. Il faut que les exercices soient prêts, il faut que ce soit cohérent avec la thématique, etc. Il faut qu'il y ait une chronologie. Et tout ça, c'est à préparer. Il faut préparer tout ça en amont pour éviter d'être en situation de stress permanente. Donc ça, c'est très important. Et c'est là où souvent le type de FPA est limité. Précisément parce que c'est vrai que là, quand tu vas intégrer, donc moi, par exemple, mon bloc de digitalisation, c'est 90 heures de formation en première année et 90 en deuxième année. Ça veut dire que en une année, si j'ai première, deuxième année, j'ai 180 heures de cours à préparer. Et je me suis au début arraché les cheveux, mais c'était l'horreur. Alors maintenant, ça fait 5 ans. Donc, là, tu es aguerrie. Bon. Voilà, je suis aguerrie, j'arrive à préparer mes cours rapidement et tout, mais quand on s'installe, au départ, c'est compliqué parce que aussi, il y a la pédagogie, ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent de nos élèves, mais
ils sont de plus en plus complexes à former parce qu'il y a l'IA, parce qu'ils vont très vite et en même temps, bon, ils vont très vite, mais ils vont très en surface. Donc, Tout à fait. ouais, bon, on va pas parler des étudiants. C'est notre mais... débat. Il y a tellement à dire dans le métier de formateur, franchement, c'est... C'est assez passionnant. Et alors, je dis toujours, quitter la sous-traitance, parce que c'est un modèle qui me convient pas, parce que je veux pas travailler trop, parce que les élèves, je les aime bien, mais vite fait. À un moment donné, je travaillais 4 jours par semaine, j'avais 3 écoles, 3 départements, 9 classes, c'était n'importe quoi. Je faisais ça un peu comme un robot, mais moi, ma mission de vie, c'était vraiment pas de former des jeunes en alternance, pas du tout. Du coup, j'ai réduit petit à petit mon temps pour faire quelque chose qui me plaisait. Mais clairement, ce que j'ai pas envie, c'est de cracher dans la soupe parce que c'est les écoles qui m'ont mis le fer à l'étrier, je sais plus si on dit ça, mais qui m'ont vraiment lancé dans cette activité et qui m'ont fait aussi découvrir ce métier dans ce qu'il a de plus difficile, mais aussi ce qu'il a de plus beau. Parce que ce que tu disais, la réussite de nos élèves, c'est hyper important, quoi. Oui. Moi, c'est Donc, ça moi, c'est ça qui me motive. Moi, je suis contente quand j'ai mes élèves qui me disent, surtout que moi, je crée beaucoup, je suis un peu, c'est vrai que c'est pas conseillé, mais moi, j'y arrive pas. Je suis la formatrice copine, on va dire, en quelque sorte. La formatrice pote. Je suis plus proche de mes élèves pratiquement que de mes collègues, quoi. Il y a ce lien-là que je crée avec mes élèves et souvent, ils m'envoient les textos, Madame, j'ai eu telle moyenne, ils m'envoient un mail, ils sont contents. Je suis contente, j'ai eu la moyenne en CEGM, donc ça fait plaisir. Et moi, je m'intéresse, je dis, mais vous avez eu la moyenne en ma matière, j'espère. Hein. Oui, Madame, vous inquiétez pas, on a eu la moyenne. Donc, ça fait plaisir. Cette reconnaissance-là qu'on a, elle est géniale, en fait, dans ce métier parce que tu vois que tu peux changer des vies, en fait. Moi, je sais pas toi, mais quand je vais faire les boutiques, moi, j'habite dans une petite ville et je vais voir dans les magasins, il y a toujours des étudiants à moi et c'est trop cool de les voir grandir, progresser et tout ça, même si c'est pas ma vocation première, quoi. Et du coup, je voulais quand même revenir sur la préparation des cours. Il y a des choses aussi en fait, on le dit nulle part, mais je trouve que c'est important. C'est-à-dire que quand tu formes en BTS, il y a un gros avantage, c'est que, bon, c'est des gamins, ils sont très jeunes et il faut savoir leur parler. On va dire ça comme ça. Par contre, il y a un truc génial pour les formateurs, c'est les manuels. Les manuels qui existent dans tous les BTS. Alors que à partir du bachelor, master 1, master 2, etc., il n'y a plus du tout de manuel. Toi, en tant que formateur, tu es obligé de monter tous tes cours de bachelor, etc. Exactement. Et la question que je voulais te poser déjà, c'est qu'est-ce que tu penses des manuels et comment toi, tu t'en sers dans ton activité? Donc, les manuels, c'est les Nathan, là où il y a tous les exercices et tous les cours. Oui, c'est vrai que moi, j'utilise pas mal moi, je suis très numérique, hein, donc j'utilise le e-manuel, hein, le fameux e-manuel, donc Nathan. J'utilise aussi Fouché pour en CEGM. Mais après, j'adapte. C'est-à-dire que si j'estime qu'il y a des choses qui ne sont pas... Parce qu'il y a la méthodologie. Hein. Là, je parle par exemple pour CEGM. Les méthodologies ne sont pas forcément... il faut quand même apporter une touche supplémentaire dans ce qu'il y a comme manuel, comme ouvrage. C'est pas assez bien... les méthodologies ne sont pas assez bien développées. Donc moi, je suis obligée des fois d'adapter, d'améliorer les contenus, de faire des supports beaucoup plus détaillés, plus approfondis, pour qu'ils aient toutes les billes pour pouvoir réussir leur examen. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes élèves qui utilisent l'intelligence artificielle? Alors moi, ce que je fais, en général, par exemple, quand c'est des devoirs, c'est sur table. Je ne fais jamais un truc en ligne ou bien aller faire, sauf si c'est un travail de groupe, d'accord, ça encore, il n'y a pas de souci. Mais mes devoirs, par exemple, si c'est des devoirs, c'est sur table, traditionnel. Allez, devoirs sur table, ils ne peuvent pas tricher. Donc, je préviens, réviser tel chapitre. Et puis, c'est à eux de travailler avec leur cerveau. Mais après, on sait, hein, quand on donne des travaux de groupe, ce genre de choses, des présentations, c'est pour ça que moi, souvent, des présentations, l'oral, là, c'est fait, oui, mais j'en fais pas trop. J'en fais pas trop. Je préfère faire ce pourquoi ils sont attendus à l'examen, notamment les devoirs sur table, le fameux exercice de 4 heures en CEGM, ce pourquoi ils sont attendus à l'examen. Je suis pas contre, mais je dis à utiliser avec parcimonie, quoi. Ne vous appuyez pas trop dessus.
C'est un assistant, mais il ne faut pas s'appuyer trop dessus. On a pas mal échangé sur ce métier. Bon, on a commencé direct par parler d'argent, parce que nous, c'est quand même ce qui nous intéresse dans l'épisode. On est indépendant, donc c'est un peu normal. Hein, donc, on retient, n'acceptez pas de mission pour 25 €. Faites-vous payer. Donc, le minimum pour toi, c'est combien minimum horaire pour se faire payer? 42, 45. Ouais, ok. Moi, je dirais 45 minimum aussi. On a vu aussi comment trouver des missions, comment travailler, dans le sens où c'est assez simple. Il faut aller chercher des écoles qui forment sur vos spécialités. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, Jessica, c'est que toi aussi, dans ton accompagnement pour les formateurs qui veulent se reconvertir dans ce métier, tu fais jouer beaucoup ton réseau. Et donc, quand tu as des nouvelles clientes, et alors, je sais tout ça parce que oui, je t'ai accompagnée dans le cadre de Bing, on a développé toute cette activité et tout ça, c'était top. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'hyper important, tu vois, parce que finalement, quand on va travailler avec toi, presque, tu vas amener sur un plateau un bon réseau avec qui tu peux placer tes clients pour des missions ou des choses comme ça, c'est hyper important. Donc, on a vu que le culot, ou en tout cas les méthodes traditionnelles pour trouver du boulot dans ce métier-là, c'était intéressant. On a parlé aussi de l'énergie, qu'il fallait faire attention à son niveau d'énergie et aux missions qu'on allait accepter, parce que quand on s'engage sur une mission, on va s'engager sur plusieurs mois et il n'est pas question de planter une école quand on s'est engagé pour plusieurs mois. On a vu aussi comment préparer ses cours. Tu vas aider toutes ces femmes que tu accompagnes à préparer leurs cours. Les évaluations, les sujets, les exercices, les devoirs. Le métier de formateur, le secret, en réalité, c'est d'avoir tout préparé à l'avance pour être serein et faire les choses bien, pour te concentrer sur l'accompagnement. On a vu aussi que pour former dans les écoles, il faut aussi un numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation. Ça, c'est important. On a parlé de ChatGPT, vite fait, bien fait, mais c'est un paramètre à prendre en compte avec la Gen Z, comme on dit. Oui, c'est ça. Et pour terminer cet épisode, Jessica, j'aimerais bien que tu donnes à des femmes qui ont envie de devenir formatrices, qui nous écoutent, peut-être 2 ou 3 conseils pour leur donner envie de se lancer dans ce métier. Déjà, identifier l'expertise dans laquelle on aimerait transmettre le savoir. Alors, il faut savoir que le métier de formateur, c'est un métier. On ne s'improvise pas formateur. Après, il y en a qui ont un don. Hein. Mais même si tu as un don, il y a quand même la méthodologie, la pédagogie. J'avais la technique, j'avais pas mal de connaissances à transmettre, mais ça s'apprend. On va transmettre le savoir, on va communiquer avec des personnes. Donc, il y a aussi un peu de psychologie qu'il faut développer avec le temps, hein, parce qu'on a affaire quand même à des humains. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. Et ça s'apprend. Pour être en CDI, c'est une chose, mais quand on veut devenir formateur en indépendant, c'est autre chose. Parce que c'est une gestion d'une entreprise. C'est pas juste être formatrice, c'est une gestion d'entreprise. Donc, il y a plein de choses à savoir. Il faut faire attention. Quand on travaille en tant qu'indépendant, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas le revenu. Faites attention à ça. Ça, c'est la directrice financière qui parle. C'est ça, exactement. Tu as bien raison. C'est la partie finance. Souvent, les gens, quand tu dis « Ah oui, tu vas te faire 5 000 € de chiffre d'affaires », ah mais ça fait beaucoup, attention, 5 000 € chiffre d'affaires. C'est pas 5 000 € bénéfice. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Alors, dis-nous comment on peut travailler avec toi. Alors, pour travailler avec moi, c'est simple, je suis sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Donc, prenez rendez-vous directement sur LinkedIn et on peut échanger. Faire déjà un entretien de 45 minutes pour faire un point, pour voir un peu si finalement je peux vous accompagner ou pas, parce qu'il faut que on soit en phase. Ce sera quand même un accompagnement, c'est un accompagnement de 3 et 6 mois. Justement, ton accompagnement, il s'adresse à qui et il sert à quoi? Alors, mon accompagnement s'adresse à toutes les personnes qui veulent devenir formateurs ou formatrices, mais pas que. C'est toutes les personnes qui veulent aussi, pour ceux qui sont déjà indépendants et qui veulent, par exemple, apprendre à gérer l'entreprise, gérer son activité de manière générale. Donc, j'accompagne aussi à la gestion d'entreprise, comment gérer son entreprise de manière générale, de façon sereine. Du coup, tu nous as dit qu'on pouvait te trouver sur LinkedIn, Jessica Mouzok. Je mettrai le lien sur le descriptif de l'épisode. Super, merci beaucoup Jessica. C'était un petit papotage à l'heure du café.
improvisé, mais assez sympa, qui va refléter l'énergie que je veux donner aussi dans ce podcast et la parole que je veux donner aux femmes qui se lancent et qui sont déterres. Donc, merci à toi pour ta participation et vous, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Céline de m'avoir invitée. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!